Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour La Tranche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actu, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 18 avril 2023 et au lendemain de l'allocution du président de la République, Michel Depape et Olivier Félix sont partis à votre rencontre voir ce que vous pensez de ces déclarations. Et si les avis sont mitigés sur la légitimité et la nécessité de la réforme, ils sont unanimes sur le verbiage d'Emmanuel Macron. Regardez. Je pense pour l'allocution du président, c'est quelqu'un qui fout, qu'il est là, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et pour moi, partir à la retraite à 64 ans, 65 ans, c'est de la merde. Parce que la majorité comme moi qui passe 50 ans largement, on est déjà fatigué, je ne pense pas à 65 ans. On sera capable de rester ici toujours. Mais rien n'a été dit là. C'est pas juste, c'est vrai que j'en parle, mais je dis que certaines personnes sont obligées de travailler beaucoup plus longtemps que prévu. Parce qu'ils n'ont pas cotisé suffisamment. Je trouve ça injuste. Ça passe pas ça. Politiquement parlant, il y a un gros problème. Il faut qu'on arrête de voter mal. Tu comprends ? Effectivement, ils l'ont mis là, c'est pas moi. Je suis désolée. Moi, la politique, je refuse parce que je trouve que maintenant, là, les gens ils utilisent l'argent public à mauvais escient. Et au final, c'est nous qui payons pour ça. J'en parlais ce matin à ma copine. C'est vrai, ce n'est pas sérieux. On nous badine, on nous prend pour des gens qui finalement, on n'est pas au fait, en fait. On n'est pas à la hauteur. J'estime qu'il nous faut des personnes à la hauteur. C'est une bonne question. Il a parlé pour ne rien dire. Moi, je trouve qu'on devrait choisir. Ça avait été acté à 62 ans. J'aurais aimé choisir. Voilà. Il y en a qui veulent continuer, mais ils ont aussi le choix. Mais là, on vous oblige à poursuivre. Voilà. C'est pas bien ça. Et selon le métier, c'est compliqué. Bon, pas vrai dire rien de sérieux, il ne peut pas parler de rien de concret. Et par rapport à la retraite là même, on a trouvé que ni certains bêtes qu'il faut y garder quand même. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des travaux très 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 pénibles, que 64 ans, ils ont payé arriver juste ça. Ils ont payé Kembe jusqu'à 64 ans à des travaux qui sont pénibles. Pour moi, dans tous les cas, on est obligé de reculer parce que l'âge où les gens décèdent en fait se rallonge. Donc forcément, il faut payer les retraites. Donc automatiquement, on est obligé de pousser un petit peu plus loin. Après, je pense qu'il y a des manières de le dire. Et je pense qu'au niveau de la communication, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Surtout pour nous-mêmes en Guadeloupe, par rester garder un certain travail que les gens ont fait que là où il va 50, 55 ans, normalement, ce travail-là, ça ne faut pas encore faire encore. Il faut arrêter de travailler là, ça. Alors, 64 ans, ils décident, ils savent qu'ils ne peuvent pas aider 600 encore. Hein. Mais ils savent que les grèves qui continuent et que ces gens n'ont pas qu'à laguer. Emmanuel Macron qui a été très rapide effectivement sur la promulgation de cette loi dans la foulée de la décision du Conseil constitutionnel, mais un président qui tarde effectivement à réintégrer les personnels de santé. Effectivement, depuis l'annonce de Francis Braun il y a bientôt un mois de cela, toujours pas de nouvelles au sujet de ces réintégrations. Et certaines pathologies n'offrent pas de prise en charge conséquente et demandent de nombreuses analyses à effectuer en hexagone. C'est le cas pour les diagnostics de maladies liées au sang et aux plaquettes, mais plus pour longtemps. Le CHU de Pointe-à-Pitre a fait l'acquisition d'un automate qui compte avec précision les concentrations de plaquettes ou de thrombocytes dans le sang, ainsi que dans le plasma riche en plaquettes. Regardez. C'est une vraie chance pour la Guadeloupe d'avoir cet automate parce que effectivement on a des patients qui saignent de façon inexpliquée et grâce à cette machine on va pouvoir en diagnostiquer une bonne partie très probablement ou en tout cas leur permettre de réduire le champ diagnostique et de continuer à avoir une vie correcte avec une bonne prise en charge. Nous sommes assureurs, mais dans notre cursus normal en tant qu'assureur, on est aussi là pour faire de la prévention. Et quand il y a eu la demande d'abord du CHU qui a été fait au niveau national sur la Fondation Groupama sur les maladies rares, on nous a contacté pour nous demander est-ce que vous êtes d'accord pour aussi participer au financement de l'Agrigomec
pour le CHU de Guadeloupe. On a dit tout à fait. On a dit OK, on a répondu OK, parce que c'est tout à fait de nos gènes d'aider des associations, d'aider des chercheurs. Et ça s'est fait naturellement. Il y avait analyse ou il n'y avait pas analyse, tout simplement parce que les plaquettes sanguines qui sont explorées par cet automate ne peuvent pas voyager. Donc, au bout de 4 heures, elles sont détruites. Donc, on ne pouvait pas prélever les patients et envoyer les prélèvements en métropole pour analyse, parce que de toute façon, ils arrivaient et ils étaient inexploitables. Donc, ça impliquait que les patients eux-mêmes aillent se faire explorer dans l'Hexagone, ce qui, évidemment, n'est pas donné à tout le monde, parce que la prise en charge n'est pas forcément... n'existe pas forcément dans ces pathologies, parce que ce sont des patients qui parfois ont une vie quasiment normale, mais en tout cas qui n'ont pas un besoin de diagnostic immédiat, mais du coup donc qui erraient, avaient une errance diagnostique très longue, alors que maintenant ils vont pouvoir être diagnostiqués sur place et donc éviter des frais inconsidérés pour avoir un diagnostic. C'est une bonne action parce qu'on participe aussi à faire en sorte que nos concitoyens et nos Guadeloupéens aussi puissent avoir une santé et être suivis comme il le faut au niveau santé. Dès que les mises au point seront complètement terminées, on va les reconvoquer et les explorer de façon très précise en fonction donc, de toute leur symptomatologie, parce qu'évidemment on cible en fonction des pathologies des patients certaines analyses. Mais ça devrait démarrer très très vite. Et il y a un deuxième versant aussi dans cet automate, c'est qu'on va pouvoir faire des programmes de recherche, notamment chez les patients drépanocytaires, dont on sait qu'ils ont des anomalies plaquettaires. Et grâce à cet automate, eh bien, on va pouvoir aller plus dans le détail de ces anomalies plaquettaires et mieux comprendre la drépanocytose aussi. Un reportage d'Olivier Félix. Et on part maintenant pour le lancement du DUCA, le diplôme universitaire de création d'activités. Pendant 1 an, les étudiants auront des clés pour devenir des entrepreneurs à succès. Le reste en images. Alors nous sommes ici à l'Université des Antilles, à l'UFR Sciences économiques et juridiques, et c'est le premier cours donné aux étudiants du diplôme universitaire de création d'activités qui est créé en collaboration avec l'Université des Antilles, la mission locale et la BGE, boutique de gestion. L'objectif du DUCA, c'est d'accompagner des jeunes qui sont un petit peu en rupture avec le monde académique, mais qui ont un véritable projet d'entrepreneuriat pour les former pendant 1 an, avec à la fois des cours pédagogie, des cours académiques, mais également des intervenants professionnels qui vont venir leur apporter toutes les connaissances et les outils nécessaires pour les aider à devenir des entrepreneurs à succès. L'objectif étant qu'à la fin de l'année, leur projet d'entreprise, qui soit à l'état d'idée ou déjà un petit peu abouti, se matérialise et qu'on puisse ensuite les suivre dans les prochaines années pour voir un petit peu ce que ça donne et qu'ils enrichissent l'écosystème entrepreneurial guadeloupéen. Donc j'ai choisi la formation DUCA par rapport à mon projet qui est d'ouvrir une entreprise dans l'infographie, la vidéo, la photo et la 3D. Offrir des prestations à des petites et moyennes entreprises, grandes entreprises peut-être j'espère, et aussi avec des artistes ou des festivals. Alors c'est par le biais de la mission locale. J'ai été informé par cette formation, on m'a proposé cette formation et on m'a dit que ça serait une opportunité au vu des projets que j'avais. Et voilà. Donc j'ai accepté et maintenant je suis ici. Mais pour le moment ça se passe très bien, c'est le premier jour de cours pour le moment. Après c'est sur une durée de 6 mois. Donc on attend de voir la suite. Au début, j'ai fait une formation d'esthétique, j'ai un CAP esthétique, j'ai un CAP employé commercial en magasin, j'ai un bac pour vente conseil en magasin. Et aujourd'hui, je suis ici parce que je souhaite créer mon entreprise. C'est une entreprise de pizzeria, c'est mon projet. Et j'ai parlé à ma conseillère pour mon projet et on m'a proposé la formation DUCA. J'ai accepté de faire la formation DUCA. C'est pour attirer les compétences, savoir gérer mon temps et faire le business plan et connaître les financements pour créer mon entreprise. Un reportage signé Michel Depape. Et maintenant, je reçois Francis Martin, directeur de la start-up Toutila, qui est spécialisée dans l'habitat. Bonsoir, monsieur Martin. Bonsoir, Harold. Merci de me recevoir. Alors, vous venez justement d'obtenir le label French Tech 120.
Mais avant de parler justement de l'obtention de ce label, on va parler un petit peu de votre parcours très rapidement. Okay. Vous êtes le fondateur du site Pneugom, donc vous êtes venu casser un petit peu les prix sur le marché pendant un temps. Vous avez finalement récupéré au moins 4 à 5% de part de marché sur les pneumatiques en Guadeloupe, donc c'est un pari extrêmement réussi, à tel point qu'on vous a racheté finalement l'entreprise. Un bon deal, un très bon deal. Très très bon deal. Un rachat à 2 millions. Oui, exactement. On a été la première start-up, Pneugom a été la première start-up des DOM à voir une valorisation réelle de rachat. Première expérience réussie en tout cas pour la Guadeloupe, de dire on est capable aussi ici d'investir la tech et de réussir parce qu'on a un écosystème qui est super favorable. Mais est-ce que des projets, justement, on voit souvent les startups comme des incubateurs d'idées novatrices, mais est-ce que ce sont des idées finalement qui sont pérennes ou bien c'est pour un temps ? On a toujours, c'est comme dans tout, il y a des idées. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les mettre en œuvre. On les met en œuvre que s'il y a un écosystème qui est favorable. Il y a des gens qui se battent là depuis des années pour créer cet écosystème. Il y a des banques qui accompagnent, il y a la BPI, il y a le Village by CA, il y a des incubateurs comme The Box. Et puis il y a tout un écosystème qui tourne autour de la French Tech aujourd'hui, qui permet justement à des jeunes entrepreneurs, des fois issus de zones défavorisées, de pouvoir créer leurs projets et de les monter. Tous ne réussiront pas, mais d'entreprendre, c'est choisir le pari d'une vie différente. Est-ce qu'il ne faut pas être clair là-dessus ? Parce qu'on pousse beaucoup de jeunes en ce moment vers la filière entrepreneuriale, mais il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus au final. L'entreprise fonctionne, le parcours entrepreneurial, c'est juste un parcours de vie différent de ce qu'on choisit ailleurs. Donc moi, je suis entrepreneur depuis 26 ans maintenant. Je dis à tous, tentez l'aventure. Peut-être que ça va bien se passer, tant mieux pour vous. Peut-être que ça va mal se passer, tant mieux pour vous aussi, vous aurez vécu une expérience que les autres n'auront pas vécue. Donc vous étiez dans la pneumatique, vous avez fait valoriser cette société, donc quand même à 2 millions d'euros, ce qui est énorme finalement. Et après, vous avez donc créé l'application Toutila, qui est spécialisée justement dans l'habitat. C'est ça. Au sortir de mon expérience sur le pneu, j'avais besoin de construire des trajectoires de sens différents. J'avais besoin de créer un nouveau projet, de capitaliser sur mon expérience. J'avais une expérience bâtiment également, en plus de l'expérience web. Et je me suis dit comment je peux faire pour donner du sens et être un peu utile aux autres. Et est né le projet Toutila, tout pour l'habitat. Et j'espère à terme, tout pour l'habitat éco-responsable. L'éco-responsabilité, ce sera votre nouveau credo ? C'est pas notre nouveau créneau. Avant de créer Toutila, dans le laps de temps qui a suivi la vente de Pneugom et la création de Toutila, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais faire. Il y avait une application qui s'appelle Yuka, qui est une super application. Vous allez dans un magasin, vous scannez et on vous dit c'est de la bonne bouffe ou de la malbouffe. Génial. Je me suis dit, mais si on pouvait faire ça pour tous les produits, ce serait top, parce qu'aujourd'hui, on est en défaut d'information. On a beaucoup de références, c'est vrai, mais on ne connaît pas vraiment l'indication. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est produit, on ne sait pas si les entreprises sont RSE, etc. Et je n'ai pas trouvé le modèle économique à l'époque pour pouvoir lancer cette application, une application comme Yuka. Et je me suis dit, je passe, mais je le garde dans un coin de ma tête. Et quand j'ai créé Toutila, donc Toutila, c'est un concept innovant et différenciant, c'est une marketplace. C'est comme Amazon pour les DOM et pour l'habitat. Et j'ai, dès le début, mis des petits indices d'éco-responsabilité sur les produits. Et je me suis aperçu de la masse de travail que c'était pour réellement donner une information viable, vérifier une information. Et c'est là où j'ai créé le programme de recherche qui nous a permis d'être élus au French Tech 120, qui est un super label. Donc un programme de recherche qui plaît, finalement ? C'est un programme qui va être lancé la semaine prochaine, officiellement. On va faire le kick-off de ce programme de recherche. C'est l'union entre l'université, les chercheurs et l'entreprise dans nos territoires. L'idée, c'est d'arriver à créer ces ponts qui vont nous permettre de créer des procédés, de créer des produits différents, peut-être, pourquoi pas à terme, de réindustrialiser, faire de smart manufacturing sur nos territoires. Et c'est là-dedans que je me lance à 300%. Et on lancera effectivement ce programme dès mardi prochain. Est-ce qu'on peut dire que Toutila a atteint sa vitesse de croisière ?
Cet outil-là commencera à être rentable, je pense, cette année, après 4 années difficiles avec le Covid. Mais l'idée, c'est pas que ce soit rentable que sur la Guadeloupe. Pour que ça fonctionne, quand on crée des produits, quand on va faire un travail de recherche pour notre territoire, on peut aussi prétendre à le faire pour d'autres territoires qui nous ressemblent. Et c'est là où je veux vraiment m'appuyer sur ce qu'on va trouver, sur les donc une plateforme caribéenne, puisque les normes de construction... Pour moi, le projet guadeloupéen n'est pas seulement caribéen. Je pense qu'il est océan Indien, je pense qu'il est national, et je pense même qu'il est international si on réussit notre pari de recherche. Quel avantage représente le fait justement d'avoir ce label French Tech 120 ? Alors French Tech 120, c'est un label qui a été créé pour... On va faire courte. C'est la première marche vers une introduction en bourse. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs steps pour arriver en bourse. La première, c'est le French Tech 120. Ensuite, c'est le Next 40. Et ensuite, c'est l'Euronext. Et aujourd'hui, on a un privilège énorme. On est 2 startups dans les DOM à avoir été élus et lauréats de ce label. Il y a MyDTech, guadeloupéen aussi. Et il y a Toutila, guadeloupéen aussi. Et c'est là où on doit surfer, on doit profiter de la notoriété qui nous est donnée pour construire, pour capitaliser, pour trouver les personnes qui vont venir autour de nous pour construire un projet qui sera, je l'espère, plus que caribéen, plus que national. Si vous parlez d'introduction en bourse, là, ce sera pour tout le monde. On y va, en tout cas, c'est ce qu'on tente et c'est ce qu'on veut réussir. On vous souhaite bon vent, c'est un énorme pari. Ouais, franchement, c'est un énorme pari, mais vu votre progression en 4 ans avec 2 années de Covid, ça reste faisable. Mais on a vraiment besoin de vous pour nous accompagner là-dedans parce que ça va être un gros challenge et je veux absolument que la Guadeloupe soit le fer de lance de la rénovation éco-responsable bientôt. Merci beaucoup en tout cas Francis Martin, je le rappelle, directeur de Toutila, d'être venu sur ce plateau ce soir pour nous annoncer effectivement cette bonne nouvelle, à savoir que vous avez donc le label French Tech 120. On est première étape justement pour une introduction en bourse. C'est la toute première, mais c'est déjà une belle pierre à l'édifice. Merci Monsieur Martin. Merci Harold. Et on part maintenant pour les assises de la mobilité. En Guadeloupe, se déplacer sans véhicule personnel est un parcours du combattant, de quoi décourager les personnes en difficulté et mettre à mal souvent leur insertion. 2000 personnes ont donc été entendues pour réaliser un diagnostic territorial. Des pistes sont à l'étude comme le covoiturage, le financement de permis de conduire et surtout l'achèvement du schéma de transport du territoire. Une enveloppe d'1 million d'euros sera d'ailleurs mise en place dans le cadre d'appels à projets innovants. Regardez. Aujourd'hui, il y a ce diagnostic qui a été précisé tout au long de la journée. Il y aura donc des ateliers de travail de manière à trouver donc des pistes. On a beaucoup parlé de covoiturage, nous avons parlé donc de revoir donc les lignes. Il faut dire aussi qu'il y a tout un travail qui a commencé entre les EPCI, régions, départements, dans le cadre de l'organisation unique donc, du transport sur le territoire, qui devrait pouvoir apporter des solutions. Mais moi aussi, en tant que président du département, j'ai été fortement alerté par un certain nombre de choses et nous allons voir aussi comment favoriser cela, qu'il puisse y avoir donc des tarifications spécifiques pour les personnes les plus défavorisées qui sont en situation d'insertion ou les minima sociaux, de manière à ce que, par exemple, il y a eu où on a précisé quelqu'un qui payait 14 € par jour, prêt-à-pied de Basse-Terre, donc qu'il y a des pistes, des prestations à mettre en place. Mais je salue le travail qui a été effectué par nos services et également l'association pour avoir un diagnostic en plus qui est suffisamment fiable puisque c'est pratiquement 2000 personnes qui ont été consultées, ce qui donne une force à ces résultats. C'était l'occasion de partager sur le diagnostic territorial de la mobilité solidaire qui a été réalisé par l'association Solidaritis sur notre territoire. Et c'est ensuite forcément autour de ces assises, autour des ateliers qu'on a pu organiser, c'est la contribution de tous les acteurs à apporter des projets innovants, à apporter des solutions à une situation dont on sait tous ensemble qu'elle peut être compliquée pour se déplacer sur notre territoire et notamment sur les publics en situation de précarité. Donc c'est vraiment un travail qu'on compte aujourd'hui avec tous les acteurs, avec le président du conseil départemental, avec les élus du territoire et avec toutes les associations qui sont parties prenantes de la mobilité solidaire, de manière à apporter des solutions concrètes qui déjà sont testées sur certaines parties du territoire et qu'on va essayer de déployer, de développer, parce que avec le conseil départemental, l'État va porter un appel à projet doté de plus d'1 million d'euros. Nous avons répondu à un appel à projet lancé par les services de l'État et le conseil départemental. Donc nous avons effectivement pu mener notre diagnostic territorial
territoriale sous commande publique. Maintenant, nous allons effectivement lancer une plateforme d'écomobilité inclusive sur le territoire Guadeloupe. Et en termes de financement, le président du conseil départemental et les services de l'État ont effectivement ont ce besoin de pouvoir financer cette action phare, conscient des gros enjeux de mobilité des publics en insertion sur le territoire Guadeloupe. Et les transports urbains et collectifs qui rouleront d'ailleurs sans doute un jour à l'hydrogène Made in Guadeloupe. France Hydrogène, un gros groupe national, s'intéresse particulièrement à notre territoire qui dispose d'une géothermie de niveau 4 et de l'eau à profusion, de quoi permettre la production d'hydrogène vert parmi les moins chers du marché, comme nous l'ont expliqué à de multiples reprises M. Gérald Bougré et M. Omotunde. Une véritable aubaine pour nos territoires et des acteurs économiques comme la SARA qui se penchent sérieusement sur le dossier. Regardez. L'objectif de cette journée, c'est vraiment de montrer déjà l'état d'avancement du déploiement de l'hydrogène dans les Outre-mer, particulièrement en Guadeloupe, mais aussi ce qui se fait par ailleurs dans l'Hexagone. Et vraiment de faire un zoom, bien sûr, sur la Guadeloupe, sur les projets qui ont démarré, qui émergent. Il y a un fort dynamisme et d'accompagner ce mouvement, de montrer que l'hydrogène, c'est pas quelque chose pour demain ou après-demain. Les solutions technologiques existent. Ça a vraiment un sens pour contribuer à la transition énergétique et d'un point de vue économique. Et donc vraiment, voilà, c'est de donner un coup d'accélérateur et de aussi impliquer le territoire, les collectivités, en espérant que ça fasse vraiment émerger une stratégie régionale pour la Guadeloupe sur l'hydrogène. Notre but et notre objectif, notre obligation, c'est de transformer cette énergie carbonée en énergie décarbonée. Et en cela, l'hydrogène comme vecteur d'énergie est particulièrement intéressant. Donc nous avons commencé à travailler sur ces sujets-là. Nous avons recruté, il faut savoir que nous avons recruté des ingénieurs et des gens extrêmement compétents, des chercheurs extrêmement compétents dans ces domaines. Et nous travaillons alors avec d'autres partenaires, bien entendu, avec la région, avec d'autres industriels en partenariat pour développer l'hydrogène en Guadeloupe, mais aussi sur les autres territoires. L'hydrogène, c'est un vecteur extrêmement intéressant dans le cadre de la transition énergétique. On est sur des territoires, en particulier en Guadeloupe, qui sont riches en énergie renouvelable. Ça peut être le photovoltaïque, ça peut être l'éolien. La question, c'est de savoir comment on l'utilise, comment on le stocke. Ce vecteur hydrogène, c'est une brique, une clé qui permettra effectivement de mieux utiliser, de davantage utiliser l'énergie renouvelable qu'on peut produire sur le territoire. C'est pas une solution miracle. Dans le domaine de l'énergie, malheureusement, l'énergie miracle, on n'a pas trouvé encore. L'hydrogène contribue à la transition énergétique en complémentarité avec l'électricité, l'énergie renouvelable. Vraiment, le but, c'est la décarbonation de l'économie avec un objectif fixé à 2050. Avant, si on y arrive, mais c'est déjà ambitieux à 2050. Et en fait, l'électricité seule n'arrivera pas à tout faire. Tout ce qu'on arrive à électrifier pour éviter les émissions de CO2, tant mieux. L'hydrogène va finalement contribuer en complétant à décarboner, en décarbonant ce que l'électrification directe ne parviennent pas à faire. Un reportage de Maxime Morel. Une délégation sénatoriale conduite par Victorin Lurel s'est rendue à la maison de la famille à Bémao. Une visite de terrain pour connecter les élus à la réalité, pour qu'ils mènent des politiques efficientes pour nos territoires. Le reportage. Dans la mesure où on a décidé de mener une mission de travail sur la parentalité dans les territoires outre-mer, il nous semblait véritablement important, crucial, de venir ici en Guadeloupe. Nous irons également à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy pour voir les bonnes pratiques, élaborer un diagnostic et ensuite faire des propositions à l'échelle de tous les territoires outre-mer. Nous avons beaucoup échangé, c'est-à-dire déjà présenter la structure, donc la maison de la parentalité et de la famille de la ville de Bémao. Et puis, nous avons échangé sur les missions et sur notre pratique au quotidien pour recevoir les familles, les difficultés qu'ils rencontrent et quel accompagnement qu'on mettrait en place pour pouvoir les aider dans leur rôle. Pour moi, il en est sorti que de bonnes choses, puisque quand on parle de la famille, c'est une chose essentielle. On sait très bien, Guadeloupe, à quel point nous avons des sentiments pour nos familles respectives. Alors c'est vrai que cette maison de la parentalité leur a permis de voir tout le travail que nous avons réalisé. Un travail qui a démarré avant
cet espace, puisque depuis pratiquement 2001, nous avons pris à bras le corps la famille bémaotienne. Ce que nous avons vu ici à Bémao avec la maire Hélène Polichante-Molia, c'est extraordinaire. C'est vraiment, si on pouvait généraliser ça, c'est vrai qu'il faut des moyens, mais c'est bien, c'est exemplaire. Nous sommes sénatrices et sénateurs élus par les territoires, nous représentons les territoires, nous devons d'être au contact des élus, des associations, des entreprises, des projets, et donc c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. À partir du moment où on travaille sur des lois, on doit aussi savoir comment ça se passe sur le terrain pour avoir des dispositifs qui collent le mieux possible à la réalité des situations, aux problèmes qui se posent dans tous les territoires. Et les territoires ultramarins sont des territoires différents à part entière. Et notez ce rebondissement dans l'affaire Claude Jean-Pierre, puisque le juge d'instruction en charge de cette affaire demande effectivement à continuer donc cette instruction. Il refuse donc la demande de non-lieu qui avait été sollicitée par le procureur Xavier Sicot. Et on se rend maintenant au centre culturel Réminé-Souta à Pointe-à-Pitre pour l'exposition de Marie-Joseph André. Cet artiste peintre autodidacte expose ses œuvres qui lui viennent, selon ses dires, du cœur. Regardez. C'est vrai que ça fait très très longtemps que je voulais peindre et puis ça a commencé en 2018. J'ai commencé par de la pastel et puis au fur et à mesure je me suis lancée. Un jour ma soeur m'a ramené des tubes d'acrylique. Elle me dit allez tiens débrouille-toi, fais. Et c'est parti comme ça, c'est venu comme ça de ma tête, parce que je suis autodidacte. Je n'ai pas eu l'occasion de prendre des cours de peinture, et c'est venu comme ça. En tant qu'Antillaise, on est dans un pays très ensoleillé, on est riche de couleurs. Alors je me suis dit, tiens, autant se servir aussi des couleurs qui nous environnent, qui font partie de notre environnement, quoi. Ça parle de tout ce qui me vient du cœur, déjà d'une part. J'ai des inspirations qui sont spontanées, qui ne sont pas toujours réfléchies. Et c'est vrai que quand je suis sur une toile, je ne réfléchis pas. Je me laisse aller. Voilà. Donc, c'est souvent des belles choses, si je puis dire, sans me vanter. Hein. C'est la nature, c'est les choses de la vie, des cas qui font partie de notre tradition, des enfants, la famille, un peu d'ethnique. Voilà. La fin, c'est un tableau qui a été fait comme ça. Je ne peux pas vous expliquer quelle main qui est venue et qui m'a dit « fais ça ». Et c'est vrai que quand j'ai réalisé ce tableau-là, je ne me suis pas rendu compte. Et c'est après, d'autres personnes m'ont dit « mais qu'est-ce que tu as fait ? Tu as vu ce que tu as fait ?» Je n'ai pas très bien compris. Et c'est après, je me suis rendu compte, en fait, j'ai vraiment fait quelque chose. On entrait dans la période du Covid, en plus, quand ça a été créé. Donc je pense que ça avait un rapport par rapport au Covid. Mais j'espère quand même que on n'a pas beaucoup de temps, que les Antillais viennent voir un peu ce que je fais, ce que je mets en œuvre. En outre, le fait depuis le mois de mars, en début de mois, j'ai commencé à faire une nouvelle création avec les feuilles que nous avons, les feuilles de madère, les feuilles de noni, les feuilles de banane que je sculpte dans du ciment. Et ce sont nos produits, c'est fait en nous. Et donc, j'aurais voulu que les Antillais viennent voir ce qui se fait, ce qu'on peut faire chez nous. Et notez rapidement, avant de se quitter, puisqu'on est en pleine validation de la réforme des retraites, visiblement le groupe Lyotte, où siège le député Olivier Servat par exemple, entend déposer un projet de loi pour l'abrogation de la réforme des retraites. Ça reste à voir, il faudrait déjà qu'il y ait peut-être une réintégration des personnels suspendus, qui je le rappelle a été annoncé il y a un mois de cela approximativement. Et effectivement, je voulais qu'on se quitte sur des propos d'Olivier Dussopt. Vous savez, le ministre Olivier Dussopt, qui sur les retraites a dit aujourd'hui que les conditions de l'apaisement, c'est de faire en sorte que la réforme s'applique. Je vous laisse méditer dessus. Une bonne soirée à vous, à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. Merci à vous pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.
À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Non mais sérieusement. Le monsieur dit que pour retrouver l'apaisement, en fait, il faut que la réforme s'applique. Et donc, le mal par le mal, en fait. Il est vraiment dans une logique du mal par le mal. Notez aussi que, vu les interventions ministérielles et gouvernementales du jour, la traque ça m'a perdu, franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Mais enfin bon... Ceux qui perçoivent justement le RSA, préparez-vous, puisque le gouvernement entend vous faire retourner au travail. Les conditions vont se compliquer. C'est un peu comme ce qui est en train de se passer au niveau du Pôle emploi. Notez qu'il va y avoir de gros changements à venir au Pôle emploi, justement, qui va devenir France Travail. On ne sait pas le fruit de quelle fusion ce sera, mais en tout cas, vous aurez quelques petites surprises à la clé. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Yvonne Dacour, à Maggie Delaney, bonsoir à Gladys Drouet, bonsoir à Eddy Félix, à Marius Labissi, à Raphaël Duflo, bonsoir à Marie-Lou, bonsoir à Tinatan Joe, à Joël Bazit, à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir également au général Franck Abar, bonsoir à Raphaël Duflo, à Mouton Lucide, bonsoir à Tika Local qui nous dit qu'elle galère pour trouver des bornes pour recharger sa voiture électrique. Ce sera a priori pareil pour l'hydrogène. Il faudra qu'il y ait les bornes aussi à disposition pour que tout ça fonctionne. En tout cas, pour la transition écologique, vous aurez constaté que on va prendre un petit peu de retard, a priori, comme d'habitude. Bonsoir à Jocelyne Hermione, bonsoir à Jean Luce, bonsoir à qui d'autre, à Patrice Mathurin, félicité, bonsoir à Lina Wild, bonsoir à Germaine Nem, à Jean-Louis Pezlet, et ce sera tout pour ce soir. En tout cas, merci pour votre assiduité. Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu Perle de Karukira. J'ai rencontré Perle de Karukira, donc je te fais un gros bisou. On se retrouve après la pub.